Jean-Gabriel, bonsoir. Vous êtes là donc pour vous présenter Une jeunesse allemande. J'ai eu la chance donc de travailler, non, mais de plancher un peu sur des courts-métrages, quelques-uns de vos courts-métrages. Je crois que pour la plupart d'entre eux, vous partez souvent d'une émotion ou d'une indignation. Est-ce que c'est le cas pour la jeunesse de ce film ? Là, je dirais pas ça, même pour les cours. C'est vrai ? Non, je dirais que souvent, la plupart des films, je les fais parce qu'à un moment, je découvre quelque chose. Au hasard de recherche, je découvre quelque chose que je ne savais pas et que j'estime, d'une certaine manière, que j'aurais dû savoir. Et là, c'est ce qui s'est passé pour la RAF. En fait, à travers cette histoire, j'ai découvert tout un continent historique que je ne connaissais pas. Et il y a ce détail dans leur histoire très singulière que certains des fondateurs du groupe ont fabriqué des images ou apparaissent dans des images. Et du coup, ça faisait une espèce comme ça de lieu de questionnement pour moi qui débordait largement le contexte historique ou des questions politiques, mais interrogeait aussi le cinéma et ce à quoi ça peut servir. Mais il y a vraiment à un moment une découverte complète d'un continent sur lequel j'ai envie de travailler. Parce que du coup, c'est vrai que vous avez centré votre film sur l'Allemagne de ces années-là et donc le groupe Baader-Meinhof d'un côté, mais surtout sur la figure donc, de Ulrich Meinhof de l'autre. Enfin, elle a cristallisé, elle vous servait un peu de point d'ancrage, de point de repère. C'était pas forcément prévu au début. D'accord. Au début, ça devait être une protagoniste parmi les autres, mais avec elle, ce qui est très étonnant, c'est qu'à la fois, il existe beaucoup de matériel et qu'elle apparaît souvent, elle, ou qu'on entend sa voix. Donc du coup, ça lui donne une importance que ne va pas avoir comme Holger Menz, qui est lui juste étudiant à l'école. Du coup, il fait des films, mais il n'apparaît pas dans les films. Donc elle, d'un coup, elle prend une espèce de présence parce qu'elle est là, qu'elle est très forte quand elle apparaît. Elle a vraiment une espèce de poids, c'est quelqu'un qu'on écoute, quoi. Enfin, il y a une espèce de sérieux, Il y a quelque chose chez elle qui fait qu'on a envie de l'entendre. Et en plus, j'ai trouvé des archives pour elle. Celle qui commence le plus tôt, en 65 dans le film, celle dont on va avoir des images jusqu'à la fin, juste avant qu'elle fonde le groupe. Et ensuite, ça reste la porte-parole du groupe une fois que la RAF est fondée. Donc du coup, quand il y a des archives audio, c'est elle que l'on entend. Donc ça lui donne comme ça d'un coup un poids très important par rapport aux autres, mais c'est un peu les contingences des archives existantes. Ce que j'ai trouvé fascinant, moi, dans ce film, c'est que le questionnement reste entier sur le passage de la contestation politique à la violence, même à la clandestinité. C'est quelque chose qu'on peut expliquer, qui s'explique là dans cette histoire. Moi, j'ai l'impression que le film laisse là-dessus le spectateur absolument se faire son opinion sur ce sujet. Est-ce que peut-être vous en avez une d'opinion ou est-ce que c'est une question à laquelle on peut répondre ? Ce qui est sûr, c'est que dans le film, il n'y a pas de réponse parce que c'est pas documenté le passage à l'acte. Il y a un creux à partir du moment où il décide de passer à l'action, à la lutte armée, il n'y a plus d'images, donc du coup il n'y a pas de renseignements là-dessus. Moi il me semble que j'ai appris, mais ça reste subjectif, donc ça ne peut pas être non plus inscrit dans le film, et puis j'avais pas d'archives pour le raconter, mais il y a une chose qui nous sépare de cette époque, c'est que d'aujourd'hui ça paraît abyssal, le passage à la lutte armée. Là dans le film, surtout quand on les voit avant, et on comprend encore moins le passage à l'acte, puisqu'on comprend c'est des êtres très construits, qui ont accès aux médias, qui sont dans des endroits, ils ont des outils à leur disposition. Ça ne correspond pas à l'image qu'on se fait du terroriste, donc vraiment ça ouvre beaucoup de questions. Moi, ce qu'il me semble avoir appris en rencontrant des gens de l'époque, c'est qu'en fait le passage à l'acte pour eux n'était pas du tout radical. C'était une possibilité qu'ils ont prise, mais qui était vraiment dans l'air du temps. Il y avait beaucoup moins de jugements préemptoires sur la violence. C'était un outil qu'on pouvait utiliser, qui était utilisé partout dans le monde à ce moment-là, dans les guerres de libération, à Cuba, etc. C'était pas mal vu d'une certaine manière. Et je pense qu'il y a quelque chose de très conjoncturel qui fait que d'un coup, eux, ils y passent, pas les autres. Mais en tout cas, c'est pas... il n'y a pas cette faille que nous, on sent d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça nous semble vraiment quelque chose, une espèce de pas qui, je pense, n'existait pas à l'époque, ou en tout cas pas de la manière dont nous, on l'imagine. Absolument. Moi, je trouve, peut-être en forme de dernière question,
je me suis un peu posé la question à la suite du film de savoir est-ce qu'il y avait une descendance à cette démarche de cinéma de propagande et du coup qui bascule ensuite dans la radicalité la plus violente. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez une descendance à cette forme d'expression cinématographique-là? Moi, ça m'a fait penser, je ne sais pas si vous allez trouver ça juste, à du cinéma donc militant, mais aujourd'hui on n'en voit plus des masses. Une radicalité qui maintenant peut se retrouver sur des vidéos YouTube, des choses qu'on trouve sur les réseaux sociaux. Et en poussant un peu cette logique, la propagande de Daesh qui parfois saute aux yeux à travers des images d'actualité m'a fait un peu penser à ça. Ce sont maintenant des groupes comme ça qu'on qualifie de terroristes, même si ce ne sont pas des terroristes du même ordre, mais qui produisent ces images-là. Est-ce que vous y voyez aussi comme ça une lignée possible ou... Bah, je pense qu'il y a quand même une différence, c'est que vous avez des films avant, après on va arrêter d'en faire, tandis que Daesh, c'est des films produits pour des vrais films de propagande à l'intérieur du groupe. Et à l'époque, dans les années 70, le seul exemple comme ça, c'est un film de l'armée rouge japonaise qui a été réalisé par Adachi et Wakamatsu, qui s'appelle Déclaration de guerre mondiale, qui est le grand film de propagande terroriste, directement. Mais sinon, aujourd'hui, l'image fait partie, en tout cas, de ces groupes-là, alors qu'avant, c'était inconcevable de faire des images. En même temps, l'image est devenue tellement présente qu'ils prennent le temps de le faire. À l'époque, c'était inconcevable de faire des films. Je pense peut-être que pour des questions techniques, d'ailleurs. Mais aujourd'hui, je ne sais pas où ça se joue. J'ai du mal à maîtriser ce qui se joue, notamment sur Internet. Mais c'est vrai qu'il y a en tout cas une utilisation militante qui arrive là depuis quelques années, c'est le fait de pouvoir filmer avec son téléphone portable des répressions policières un peu partout dans le monde, de les diffuser sur Internet et que ça a un effet très concret. Ça, c'est une vraie différence. Mais en tout cas, ça ne fait pas cinéma, ça. C'est pas du même ordre. C'est une autre manière de penser. L'équivalent, je pense que ce qui s'est passé à l'époque dans les années 70, concernant le cinéma, a singulièrement disparu. Merci.